Salut les amis, je suis Dr JP Mouka. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Excel Africa BizTech, cet espace qui tente de décrypter les enjeux de développement en Afrique et en République démocratique du Congo, à l'intersection de la transformation numérique et du commerce international. Dans une de mes récentes tournées africaines, j'ai fait une escale en République démocratique du Congo pour parler des appels d'offres lancés par le gouvernement congolais pour l'exploitation des blocs gaziers et pétroliers. Parmi les questions qui en ont découlé, il y avait la question de la pertinence de miser sur les hydrocarbures pour le développement, alors qu'en apparence, la tendance mondiale semble plutôt s'en détourner. Est-ce là un exercice légitime de souveraineté ou le signe d'un État qui nage à contre-courant? Bref, tout ça, c'était dans l'épisode numéro 36 sur cette même chaîne que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore regardé, commenté et partagé. Mais à cette occasion, je vous ai aussi promis de revenir sur le mutisme ou si vous voulez, le silence sur cette question de la plupart des familles politiques et autres personnalités emblématiques qui ne participent pas à la gestion de la politique du gouvernement, c'est-à-dire les grandes figures et familles politiques de l'opposition. Sont-ils pour? Sont-ils contre? Y voient-ils quelques avantages à cette démarche? Ou n'y a-t-il que des inconvénients? Bref, que pense l'opposition de cette question des hydrocarbures comme cheval de bataille pour impulser le développement de notre pays? Mais enfin, nous parlons d'un potentiel évalué à 2000 milliards de dollars, à en croire les estimations du gouvernement. En fait, ces 2000 milliards de dollars, c'est dans 1 an, 10 ans, 100 ans? Est-ce faisable? Est-ce réaliste? Il semble que l'Angola ou la Guinée équatoriale ont révolutionné leur développement en un temps record suite à la découverte et à l'exploitation sérieuse des ressources pétrolières. Donc, pourquoi pas la RDC? Mais y a-t-il des exemples, des plans de développement concrets sur lesquels nous pouvons nous inspirer? Par exemple, je ne sais pas, les monarchies du Golfe. J'entends beaucoup parler de la malédiction du pétrole en Afrique, mais je n'entends pas vraiment parler de la malédiction du pétrole à Dubaï ou à Riyad, par exemple. Y a-t-il des contre-exemples à éviter? Qu'est-ce qui rend le pétrole une malédiction pour les uns et une bénédiction pour les autres? Et qu'en est-il des engagements pris il y a quelques mois, il y a un peu moins d'une année, à la COP26 de Glasgow, par la RDC pour positionner le pays comme pays solution dans la lutte contre le réchauffement climatique? Et le fameux positionnement comme pays solution, il nous a rapporté combien à ce jour par rapport, par exemple, au Brésil, qui avec son Amazonie dispose d'une forêt comparable à notre forêt équatoriale? En passant les amis, je rappelle que dans cette affaire de pollution et de réchauffement de la planète, l'Afrique n'est responsable que pour 3% des émissions de CO2. Oui, il faut le rappeler pour que les gens comprennent quoi, car souvent on l'oublie. Alors, le grand rectangle encadré sur votre écran, c'est les émissions de la Terre entière. Et l'Afrique, avec son 1,5 milliard d'habitants, soit près d'un 1/5 de la population mondiale, c'est seulement 3 petits pourcents des émissions globales de CO2, c'est-à-dire rien comparé aux États-Unis, Union européenne, Chine, Inde, Russie et tous les autres que vous voyez sur ce graphique. Bref, je vous ai mis un beau papier en lien en description de la vidéo. Allez jeter un coup d'œil. Donc, si je n'étais pas un peu plus conscientisé aux enjeux de l'interconnexion et l'interdépendance dans ce monde globalisé, j'aurais presque dit que cette affaire de réchauffement climatique ne nous concerne pas. Car lorsque vous regardez sur cette carte les pays qui virent au rouge, mauve, violet, c'est eux le problème. L'Afrique n'a pas à payer le pot cassé du fameux réchauffement climatique pour la pollution des autres. Car au jeu de la pollution, l'Afrique est un tout petit joueur, à la possible exception de l'Afrique du Sud. Mais évidemment, on a maintenant tous appris par cœur le fameux effet papillon. Vous savez, c'est ce concept introduit dans les années 70 par le météorologue Edward Lorenz,
qui explique qu'un événement apparemment anodin, comme le vol d'un papillon quelque part sur la planète, pourrait causer une catastrophe comme une tornade à l'autre bout de la planète quelques mois plus tard seulement. D'ailleurs, à ce sujet, je vous ai mis un beau papier en description si la question vous intéresse. Alors, une sécheresse ici peut causer une famine là-bas. Une mauvaise récolte de maïs ici peut occasionner une pénurie de carburant là-bas. Car oui, au cas où vous ne le saviez pas, le maïs récolté, par exemple, ne sert qu'en très petite partie à la nourriture de base des humains. La majeure partie étant dédiée à des usages dits non alimentaires comme la fabrication des produits pharmaceutiques et bien sûr pour faire de la bière. Sauf si, évidemment, vous considérez la bière comme un ingrédient fondamental de l'alimentation de base. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, les pays du G20, les 20 nations les plus industrialisées au monde, mais surtout les plus gros pollueurs, s'étaient engagés à payer un chèque de 100 milliards de dollars par an à titre de compensation à tous les pays dont les forêts sont un énorme aspirateur de CO2, comme la RDC et le Brésil. Cette promesse faite lors de la COP26, c'était il y a bientôt un an. Combien la RDC a-t-elle perçu à ce jour? Combien de partis politiques d'opposition congolaises ont créé le moindre observatoire en interne? Ok, peut-être observatoire est un grand mot, mais vous aspirez et vous vous dites prêt à diriger notre grand pays dès demain, dès que les décideurs habituels auront dégagé ceux qui sont là aujourd'hui. Bref, ôte-toi de là que je m'y mette. Avez-vous seulement pensé à dédier ne fût-ce qu'une personne assez compétente en la matière, même à temps partiel, je sais pas moi, 1 ou 2 heures par jour, une dizaine d'heures par semaine, si vous n'arrivez pas à trouver un seul intellectuel compétent parmi vos militants? Ce que je ne crois pas une seconde, car je refuse de croire qu'il n'y ait pas de jeunes compétents dans les partis politiques et plateformes politiques de l'opposition en RDC. Et quand bien même cette hypothèse absurde serait vraie, qu'est-ce qui empêcherait de consulter régulièrement des cabinets externes? Ce ne sont pas les moyens qui manquent. En tout cas, avoir le train de vie des institutions et de toutes les personnalités emblématiques de la classe politique congolaise, pouvoir et opposition inclus, ce n'est pas l'argent qui manque. Le problème est donc à chercher ailleurs. Enfin, au lieu de réduire les jeunes intellectuels qui adhèrent à vos partis en porteurs de mallettes et saltimbanques de levée de rideaux pour chauffer les foules en chanteurs de djalelou, mais envoyez-les en formation, même en ligne, pour maîtriser ce genre de sujet et poser les bonnes questions, y compris à l'exécutif actuel que vous prétendez combattre et que vous vous dites prêt à remplacer dès demain. Alors, sur la compensation du G20, je rappelle que ces fonds sont un dû et non une aide au développement comme certains malins veulent parfois nous faire croire. Ces fonds servent à compenser les efforts de la RDC dans la conservation de l'écosystème forestier, la formation et souvent la reconversion de nos populations, surtout rurales, qui, elles, n'ont pas un rapport aussi cosmétique à la forêt que la plupart d'Occidentaux, ni même que beaucoup d'entre nous, Africains, qui passons la plupart de nos vies dans des centres plutôt urbains. Pour nos compatriotes en zone rurale donc, la forêt n'est pas un sujet académique, ni une affaire de fin du monde dans quelques temps, comme les scientifiques du réchauffement climatique pourraient parfois la présenter. La forêt, pour nos frères et sœurs, c'est plutôt une affaire de fin du mois. Que dis-je? Fin de la journée. La forêt pour eux, c'est le supermarché, parce que toute la bouffe provient de là. C'est leur pharmacie. Pour les multiples plantes médicinales, c'est le chauffage, notamment pour la cuisson. Car non, eux n'ont pas nos réchauds à gaz, ni nos cuisinières électriques, micro-ondes, Wi-Fi et que sais-je encore. Eux doivent faire du feu. Et pour cela, ils ont besoin de charbon de bois. Makala, ça s'appelle chez nous. La forêt, c'est même un repère métaphysique. Car pour beaucoup d'entre eux, certaines plantes sont bien plus que des plantes.
Elles peuvent représenter des divinités ou autres symboles spirituels ou religieux. Mais enfin, revenons à nos moutons. Moutons, façon de parler, hein. N'allez pas me faire dire que j'ai traité l'opposition congolaise de mouton parce qu'entre nous là, on se connaît. Revenons donc à l'opposition congolaise. Pourquoi ai-je l'impression de n'entendre qu'une seule partie de la société civile s'exprimer sur ce sujet des blocs gaziers et pétroliers? Où sont les contre-propositions des politiques? N'est-ce pas dans ces cas que nous, le peuple, sommes en droit d'exiger moins d'opposants de principe et plus de proposants? Où sont organisés les colloques pour conscientiser la population dans un sens comme dans un autre de ces enjeux? Où on attend juste le moment de la contestation des résultats électoraux pour envoyer à l'abattoir les enfants d'autrui, souvent pour revendiquer des causes perdues d'avance. Car oui, ces braves gens se font souvent massacrer pour rien. Je répète, la plupart du temps, ces violences, que je condamne évidemment, se passent alors que les carottes sont déjà cuites, faute d'anticipation de la classe politique. Où sont passés les intellectuels de la classe politique? Où sont passés les intellectuels congolais de l'opposition politique? Ils n'ont quand même pas tous accouru à la mangeoire, j'espère. Bref, je pense que nous, le peuple, nous les jeunes, nous les Congolais lambda, nous avons vraiment besoin d'un peu plus de respect de la part de nos dirigeants, aussi bien ceux qui sont au pouvoir que ceux qui n'attendent que leur tour. Mais le respect, ça se gagne, ça s'impose, ça se réclame, ça s'exige. Surtout lorsqu'on en est ayant droit. C'est notre pays après tout. Eh bien, ne pas le faire, c'est être résigné. Et finalement, accepter qu'après tout, nous n'avons que les dirigeants que nous méritons, ni plus ni moins. C'est donc aussi un peu de notre faute. Je viens à ma petite mesure de réclamer le respect que j'estime m'être dû. Et toi alors, qui viens de me suivre, qu'en penses-tu? Que ferais-tu différemment? Est-ce une peine perdue? Ben, dis-moi ce que tu en penses. Commente, partage, bref, abonne-toi, mets un like et ensemble, essayons, un tant soit peu, d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. À bientôt pour d'autres discussions. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Chap chap.